Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver à l'instant sur les antennes de Canal 2 Info. Bienvenue à votre émission Croissance, le journal de l'économie sur votre chaîne, où nous allons ce jour aborder des thèmes importants, notamment le thème qui porte sur l'agriculture. On parle beaucoup plus ces dernières années au Cameroun de l'agriculture de seconde génération, comment intéresser les jeunes à l'agriculture au Cameroun, un véritable vivier d'emploi et même un espace assez important pour promouvoir la croissance et le développement de notre pays. Autre manière pour les pouvoirs publics d'amener cette jeunesse camerounaise-là qui a besoin de repères et surtout de moyens efficaces pour aider notre pays à sortir de la pauvreté et de la misère et bien sûr de vivre aisément et dans des conditions fiables pour un Cameroun, on le précise, qui se veut émergent à l'horizon 2035. Nous parlons de jeunesse, nous parlons de croissance, nous parlons d'économie ce jour dans le cadre de cette émission avec Guy Blaise Satsa. Il est ingénieur agronome, il est directeur général de Semagri, véritablement ancré dans les secteurs de la sémence. Il nous dira davantage ce qui concerne la semence au Cameroun, les efforts qui sont faits par lui et ses proches collaborateurs et l'accompagnement substantiel des pouvoirs publics dans cette mission délicate qui concerne le secteur agricole. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur Canal 2 Info. Bienvenue à Croissance, votre journal de l'économie. Merci d'être là, Monsieur Sata, et c'est un énorme plaisir de vous avoir encore ce jour parmi nous. C'est un plaisir partagé. Merci également, Serge Bonger. Je suis heureux d'être là, surtout pour parler de l'agriculture. On parle de l'agriculture, vous avez l'habitude d'avoir toute cette grosse passion-là. C'est ce secteur très névralgique qui est très important et qui a besoin d'accompagnement de la jeunesse. Comment vous êtes facilement familiarisé à l'agriculture au Cameroun? Quels ont été les premiers pas de vos investissements dans ce secteur? De mémoire, l'histoire raconte que la grosse partie de la population, je veux dire, la majeure partie de la population était agricole, 85%. On avait l'habitude d'annoncer les chiffres. Il se trouve que ce n'est pas faux parce que nous, les fils des paysans, sommes passés par l'agriculture pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et entre autres, il y a des milliers de Camerounais comme moi qui ont des parents paysans qui sont passés par l'agriculture. Aujourd'hui, on n'est pas très loin du même schéma où les enfants au sorti de l'école ne trouvant pas des emplois, certains sont obligés de se référer à l'agriculture et d'autres à prendre des métiers à risque ou à choisir des métiers pour lesquels ils n'ont pas été outillés pour. Et quand on parle d'agriculture, je voudrais qu'on essaye d'avoir un regard peut-être froid, ou plus ou moins, sur le secteur agricole au Cameroun. Avant, on avait une agriculture basée sur les instruments. Aujourd'hui, la houe, la daba, entre autres, c'est une agriculture pas du tout moderne. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, avant de revenir sur la question sémencière, et qui est le véritable plan de résistance de cette émission, est-ce que vous pensez que dans nos villages, on est un peu sorti de cette manière traditionnelle de faire l'agriculture? L'agriculture comme facteur de croissance, comme facteur de richesse est une réalité. Contrairement il y a 50 ans, il y a une nette progression dans le domaine agricole, notamment dans l'amélioration de la qualité des semences et des intrants agricoles. C'est ceci qui booste davantage les rendements, qui font que de plus en plus, avec la croissance de la population, qu'on sente quand même un progrès agricole, que ce soit dans notre pays ou dans le monde entier, que un effort scientifique soit réalisé de ce côté pour apporter davantage des produits de haute technologie pour améliorer les conditions de vie des producteurs. Voilà. Et justement, en parlant des producteurs, ces producteurs ont récemment bénéficié, on va dire, de l'appui des pouvoirs publics du Cameroun dans le cadre de ce qu'on a appelé le commerce agropastoral dans la région du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs avec lesquels vous travaillez se sentent un peu satisfaits? Est-ce qu'ils sont concernés véritablement par cette nouvelle manière de voir, par cette agriculture dite de seconde génération? Moi, je pense qu'il faut encourager les producteurs de plus en plus à s'impliquer, à s'imprégner de cette agriculture de deuxième génération, parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'agriculture de seconde génération est quand même, c'est le nerf, le facteur de croissance, de richesse, de lutte contre la pauvreté.
nous pensons que les moyens que mettent les pouvoirs publics, bien qu'ils soient encore timides, sont tout de même encouragés. Pour que toute cette population agricole puisse prendre à bras le corps l'activité agricole comme une activité réelle, professionnelle et rentable, et non plus comme une activité de subsistance. Le président de la République demande par exemple aux jeunes d'oser et demande à ce que les jeunes s'imprègnent dans des secteurs clés de la vie active, le cas des secteurs agricoles notamment. Quel est donc dans ce secteur-là les pans, les chantiers qui pourraient intéresser les jeunes Camerounais qui sont là? Beaucoup sortent de l'école, n'ont pas la possibilité d'avoir un emploi direct comme bien d'autres qui ont la chance. On parle également de cette agriculture-là qui est accompagnée d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des sentiers dans le cadre de l'accompagnement même avec la semence qui est votre principale activité? Est-ce qu'il y a des chantiers qui pourraient intéresser les jeunes, notamment ceux qui sortent de l'école et qui veulent s'investir dans la vie active? Je soutiens l'idée de créer des chantiers pour les jeunes. Je soutiens également l'idée de mettre à disposition des jeunes qui sortent de l'école des moyens attractifs pour arriver à les intéresser, à embrasser cette activité qui est l'agriculture. Je dirais que c'est vrai que les pouvoirs publics n'en font pas assez quand il s'agit de parler d'un autre volet de ce secteur, qui est le secteur maraîcher. On parle plus des grandes cultures, cacao, café, banane, etc., ou manioc, etc. Moi, je trouve que dans ce secteur, on attirera moins de jeunes, parce que les durées des cycles sont assez longues et les résultats sont faibles. Je vais me pencher vers le secteur qui est le mien, qui est le secteur maraîcher, qui est davantage plus attractif, demande peu d'espace et donne des résultats assez précoces. Quelqu'un qui ira faire du cacaoyer n'ira pas faire 1 hectare, ça ne paraît pas suffisant. Il va vouloir faire 5 hectares, il va vouloir faire 10 hectares. Mais quelqu'un qui voudrait rentrer dans l'activité maraîchère, il va commencer par 500 mètres carrés. Vous comprenez qu'on peut intéresser les jeunes en leur faisant produire des légumes chacun sur 500 mètres carrés que de vouloir créer des grandes plantations de cacaoyers où chacun aura 10 hectares. J'en veux pour preuve, pour 10 hectares, s'il faut installer des jeunes sur 500 mètres carrés, faites les calculs, il y a à peu près 200 jeunes qui peuvent en bénéficier. Mais ça va drainer de l'argent. Mais est-ce que vous avez déjà fait cette expérience-là? Je veux dire, juste pour accompagner. Est-ce qu'il y a quelques jeunes qui sont restés dans le même secteur maraîcher pour voir un peu si ça peut produire? Nous ne faisons que ça au quotidien. Nous avons des équipes sur le terrain que nous appelons des technico-développeurs qui encadrent les jeunes, qui les approchent. Et les jeunes, dans les métropoles comme Douala et Yaoundé, ont commencé déjà sur des terrains perdus. Quand je dis des terrains perdus, c'est des lotissements qui n'étaient pas encore utilisés et qu'ils exploitaient pour faire de la petite production. Il me souvient que beaucoup qui sont passés par là et qui étaient en même temps de mototaximens ont abandonné les motos, les utilisent aujourd'hui pour transporter leurs légumes. Ils se sont déportés vers kilomètre 32, Sikoum, vers la région d'Yodéa où on a plus de forêts pour développer un maraîchage beaucoup plus étendu sur 2 hectares, parfois un peu plus. Parce que démarrant sur des petites superficies, se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt à élargir leur projet. Ils sont tellement heureux, ces jeunes, que je vous inviterai à faire un tour pour comprendre que Douala et ses environs aujourd'hui, il y a quelque chose qui devient important pour notre pays. C'est cette jeunesse folle de ces projets, de ces activités agricoles. Je dirais même qu'avec l'agriculture maraîchère, on arrive à créer l'exode urbain parce qu'on trouve de plus en plus de jeunes. Il y a 10-15 ans, quand nous descendions sur le terrain, on voyait plus de vieux, mais aujourd'hui nous rencontrons plus de jeunes qui font dans le maraîchage. Mais est-ce que le problème climatique, allez-y. Vous avez évoqué un volet qui était très important, c'était celui de la qualité des intrants, la qualité des semences. On a parlé des semences de 2e génération. Vous savez, aujourd'hui, avec les outils ou les semences de 2e génération, on arriverait à dire utiliser peu
pour en faire plus. Et c'est ce que tout le monde veut, c'est-à-dire exploiter des petits espaces pour gagner plus d'argent. Je suis revenu, je vous ai parlé des 10 hectares. Pour une seule personne qui fera dans le cacao, la cacaoculture, on prendrait les mêmes 10 hectares, qu'on installerait 200 jeunes. Ils gagneront davantage 10 fois plus que celui qui fait la cacaoculture. J'ai rien contre la cacaoculture, hein, mais j'aimerais bien qu'on parle davantage des cultures maraîchères à court cycle, parce que ça, des volets importants. Et on peut tout de suite gagner quelque chose pour les jeunes qui s'intéressent. On parle de plus en plus des changements climatiques. Est-ce que les changements climatiques, avec parfois on ne maîtrise pas totalement les températures autour desquelles ces cultures-là doivent être véritablement faites, est-ce qu'il n'y a pas des influences de manière directe ou indirecte dans le cadre de ceux-mêmes qui font dans la culture, notamment du maraîcher? C'est vrai que les changements climatiques sont un problème aujourd'hui dans ce secteur d'activité. Mais en projection, nous avons pris un peu de l'avance en essayant de conseiller déjà à ces acteurs de ces secteurs à utiliser rationnellement l'eau pour les cultures. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, on doit parler d'abord de facteurs. Il y a l'eau et la terre. Si on a la maîtrise de l'eau, on peut produire. Malgré les changements climatiques, si on continue à avoir suffisamment d'apport en eau dans le secteur qui est le mien, je parle de le secteur maraîcher, on continuera à produire, même si l'influence de ces changements peut modifier les résultats, les rendements, mais on restera à produire. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre argumentaire d'exode urbain, c'est-à-dire on peut avoir un espace chez soi, même si c'est 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, on peut quand même pratiquer quelque chose. Est-ce que c'est possible dans une ville comme Douala, dans sa résidence, dans son domicile, de pouvoir procéder à ce type d'activité? C'est également une école pour nous. On passe notre quotidien à enseigner à ceux qui vont dans les bureaux, à tout le monde, à se sentir potentiel agricole. On a des petits espaces à la maison qu'on peut exploiter pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, mieux qu'hier, nous avons ajouté à ce kit, à cette technologie, on apporte encore mieux, notamment de matériel d'irrigation goutte à goutte, qui permettrait même à ceux qui vivent dans les villes avoir un petit jardin devant leur balcon, sur leur terrasse ou encore derrière leur case. Ceci permet de produire toute l'année, d'avoir la maîtrise, comme je vous disais, de l'eau et de ne pas souffrir. Ils peuvent ne pas souffrir des résidus utilisés abusivement aujourd'hui par certains pour protéger leur culture. Aujourd'hui, vous avez la maîtrise, le contrôle même des parasites sur votre propre parcelle. Vous mangez bio, vous êtes heureux parce que ça vous apporte la santé. C'est ce que nous enseignons aujourd'hui aux populations des villes, à chacun de s'essayer dans l'agriculture les week-ends. Vous savez, tout le monde est conscient maintenant que l'abus de l'alcool nuit à la santé. Tout le monde que si on vagabonde dans tous les sens, on perd que de l'argent, mais si on reste à papoter avec ses légumes, on gagne davantage. Je voudrais qu'on revienne encore un peu sur la question de la semence, le type de semence qu'on rencontre sur le marché. Ce qui est clair, forcément, on n'a pas les semences de même qualité. Il y en a qui ont une qualité qui n'est pas acceptable, d'autres sont assez reconnus sur le marché national. Est-ce qu'il y a des mécanismes de surveillance? De quelle manière, comment reconnaître que les intrants sont de qualité et ceux-ci ne peuvent pas être adéquats pour tel type de plantes? Oui, il y a quand même plusieurs types de semences. On a les semences de ferme. Ces semences de ferme sont des semences qui sont directement puisées sur les denrées du producteur qui juge les plantes ou qui juge la qualité de sa plante assez bonne pour pouvoir lui réserver des semences pour la campagne d'après. On a également des semences issues de la recherche qui sont des semences mieux contrôlées, mieux suivies, à un potentiel à valeur technologique assez hautement élevé, je n'ai pas dit assez acceptable, hautement élevé. Et puis, on a également ce type de ce qu'on appelle semence,
qui n'a rien à voir avec la semence, c'est-à-dire quelqu'un qui va au marché, qui achète, et puis il prélève un peu, il va planter parce qu'il se dit en plantant ça va germer. Donc ça, c'est pas de la semence. On a donc la semence issue des recherches qui donnera un potentiel de rendement supérieur à celui du paysan qui prélève parce qu'il trouve que le plant est vigoureux et que les tiges sont belles et qu'il ira replanter. Mais on peut tolérer parce que lui, n'ayant pas les moyens de s'acheter des semences, ça peut continuer ainsi pour sa survie. Mais si c'est dans le but de gagner de l'argent, de faire vivre et de faire des investissements, il a intérêt à aller du côté de la semence sélectionnée, à haut rendement, à fort potentiel de rendement, qui lui assure tant une bonne trésorerie, qui lui assure un investissement, qui lui assure même une entreprise fiable en tant que producteur. Maintenant, on va parler de manière efficace pour permettre à ce que les jeunes qui s'intéressent à ces cultures, notamment de maraîcher, soient mieux rentabilisés sur la place nationale. On a quelques artères et quelques coins de la ville, notamment la ville de Douala, où on voit quand même des jeunes qui vendent des pastèques, qui vendent un peu de ces produits et autres tomates. Est-ce qu'ils peuvent, il y a des possibilités que ces produits-là, qu'ils mettent ainsi sur le marché, qu'ils n'aillent plus acheter dans les marchés qui sont bien connus de la ville? Est-ce que ces jeunes peuvent avoir la certitude que désormais, je prends le cas de celui qui se trouve par exemple dans une ville comme Akwa, de prendre désormais les produits issus de ses propres semences qu'il aura eu à effectuer dans son espace? Attention, comme je le disais tout à l'heure, s'il prélève, surtout dans le domaine des semences de légumes maraîchères, s'il prélève des semences dans les fruits qu'il amène chez lui ou qu'il achète sur le marché, les résultats sont nuls. Vous avez dû remarquer à un certain moment qu'il y avait des jeunes qui vendent des pastèques parce qu'elles sont grosses, prélèvent les graines et mettent dans des bouteilles d'eau minérale et puis revendent comme des semences. Et que par la suite, à Douala, on s'est rendu compte qu'il y avait des poubelles de pastèques partout parce que les fruits qui sortaient de ce processus n'étaient pas mangeables. La recherche voudrait que chaque fois que vous avez besoin de la graine, de la bonne graine, vous retournez acheter une bonne graine. La semence est issue de la recherche. Une recherche, M. Bondje, dans notre domaine, dure autour de 10 à 12 ans, quand il s'agit de l'obtention des variétés telles que des variétés hybrides. Une variété hybride dont le potentiel de rendement est très très élevé, si vous revenez prélever les graines issues des fruits de cette recherche, le résultat sera plutôt contraire, totalement nul. Alors, c'est un processus très long, mais le compte à rebours se fait d'une façon très rapide. Vous perdez de l'argent. Qu'est-ce que nous voulons? On vous dit, avec des variétés hybrides, nous encourageons les populations, les jeunes, à utiliser peu pour produire plus. L'optique visée, c'est amener le jeune à voir les rendements issus des semences sans vouloir trop d'espace et d'arriver à créer lui-même sa propre entreprise à partir des effets qu'il rencontre sur les rendements de la variété que nous lui conseillons. Et ce serait donc pas intelligent ou intéressant que lui aille faire 1 hectare de culture, par exemple de pastèques, pour avoir 2 tonnes de pastèques mangeables, alors qu'il aurait fait 500 mètres carrés de pastèques et avoir 45 tonnes de production qu'il aurait vendues pour densifier également son projet. Est-ce qu'il y a des unités dans ce sens qui sont mises en place par les pouvoirs publics? C'est-à-dire forcément, vous avez des projets que vous avez eu à développer pour accompagner les jeunes Camerounais qui sortent de ces écoles et autres centres dans le secteur de l'agriculture au Cameroun. Est-ce qu'il y a un projet tel que cela qui peut être porteur ou alors qui est à votre disposition que vous aurez souhaité partager avec les pouvoirs publics de notre pays? Les pouvoirs publics ont fait des aménagements des bas-fonds qui permettent de faire des cultures de contre-saison. C'est déjà très bien. Vous savez, les pouvoirs publics, avec la recherche publique aujourd'hui,
n'est pas outillé pour donner suffisamment de semences aux producteurs. Il faut le secteur privé qui participe en tant que partenaire de l'État et dont l'activité est focalisée sur la production, la recherche-production des semences pour arriver à soutenir les actions de l'État. Et c'est ce que nous faisons en apportant des semences de qualité pour appuyer ces types de projets. Nous voulons, et nous le faisons avec des encadreurs du ministère de l'Agriculture, nous amenons dans les jeunes à s'essayer dans ces parcelles, à s'essayer dans ces bas-fonds, ces basses-terres, pour s'apercevoir qu'on peut mieux gagner sa vie sans forcément écrire pour l'honneur, pour chercher de l'emploi. On peut s'auto-employer en faisant de l'agriculture maraîchère. Et l'expérience se limite à votre niveau seulement au Cameroun. Est-ce que d'autres pays africains ont bénéficié de votre expertise? Ben, écoutez, moi je vais vous raconter une petite histoire qui, au départ, me faisait peur, mais par la suite, je me suis mis à rire tout seul dans mon petit coin quand je me suis installé au Nigeria. Mais pour un pays à une telle forte population de 175 millions d'habitants, avec une forte concurrence que j'ai trouvée sur le marché, j'avais peur. Quand j'avançais, j'avais peur. Mais progressivement, je me suis rendu compte que j'étais en train de tracer une route, la graine que personne n'avait tracée avant moi. Alors, je suis allé avec le même système, la même politique que j'ai ici avec les Camerounais et les autres pays voisins. Je suis allé tout doucement expliquer aux jeunes qu'on peut mieux gagner sa vie en faisant cette activité, en menant cette activité. J'ai eu des félicitations du gouvernement nigérian pour la qualité des intrants que je mettais sur le marché et l'apport que nous apportions pour amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. C'est ce que nous faisons ici et je pense que également les pouvoirs publics en sont conscients de tout ce qu'on fait comme travail parce qu'aujourd'hui, la population croît, le monde change, le monde bouge. Il y en a qui sont focalisés dans des technologies de l'informatique, il y en a qui sont focalisés dans d'autres choses. Mais il faut qu'ils soient focalisés dans les technologies de la production agricole. Et c'est celle-là qui va nourrir son homme. On aura tout contourné, on aura biffé tout et mis de côté, mais on ne s'empêchera pas de manger. Et de plus en plus, vous avez vu avec les problèmes de santé qui se posent autour de nous, que chacun veut manger sain, chacun veut manger bio. Et il faut dévancer ce besoin pour apporter à la population ce dont elle a besoin. Et c'est pour cette raison que, pour encourager les jeunes à produire sur des petites superficies avec très peu de semences, on met toute une batterie de technologies à leur disposition. La bonne semence, des engrais fertilisants biologiques, le matériel d'irrigation goutte à goutte. Ceci permet de contrôler et également les produits de contrôle parasitaire. Ceci permet de contrôler sur sa petite superficie tous les aléas négatifs qui peuvent affecter le site ou bien ces itinéraires techniques. On va parler maintenant de manière pratique. Comment accompagner les jeunes, quelque part, même si c'est un accompagnement qui ne demande pas beaucoup de financement, beaucoup d'argent. Un jeune a par exemple besoin de combien pour commencer dans une activité? Je dirais pour 500 mètres carrés, voire 200 mètres carrés, le jeune a besoin de moins de 100 000 pour démarrer une activité de production maraîchère qui commence à lui apporter des retours à l'intervalle de 60 jours, 35 à 60 jours. Si je prends le cas des radis, les radis produisent à partir de 18 jours, vous voyez. La morelle noire, qui fait 12 tonnes à l'hectare. Si il ne produit que la morelle noire, à partir de 35 jours, il commence à récolter sa morelle noire. Nous allons prendre des exemples comme ça, la laitue. Vous avez la laitue, tout le monde en consomme. C'est des légumes à court cycle. À 35 jours, vous commencez à récolter la laitue. Et vous savez combien coûte devant les épaules une tête de laitue? Elle coûte dans les 250 francs. Si en produisant, il ne vend que Borchamp à 150 francs et qui fait 1000 têtes de laitue, pour avoir investi 20 000 francs
sur sa parcelle avec 1000 têtes de laitue. Je ne suis pas très fort en calcul. Il faut beaucoup de patience aussi. Pardon? Il faut beaucoup de patience. Oui, en fait, si les grandes cultures nécessitent moins de présence, je vais prendre le cas des cacaoyers, bananeraies ou bien caféiers, qui nécessitent moins de présence, les cultures maraîchères sont exigeantes en présence. Donc, le promoteur de la parcelle doit être régulièrement dans sa parcelle. Parce que si les grandes cultures peuvent supporter une semaine sans eau et sans flétrir, la culture maraîchère, à partir de 3 jours, si elle ne reçoit pas sa ration hydrique, elle commence à en souffrir. Et ce sont des plantes qui sont vivantes, qui sont exigeantes. Elles veulent de la présence humaine, il faut rester sur place avec. Il faut discuter avec elles. D'ailleurs, vous allez remarquer très facilement que celui qui est régulièrement dans sa parcelle et l'autre qui ne vient jamais, il y aura une différence de comportement de la plante. Ça veut dire que votre présence stimule la croissance de la plante. Autant lui parler, autant leur parler, autant leur chanter, parce que tout ce que vous faites pour la plante, elle vous le rend. Par les rendements, elle vous le rend. Parce qu'elle sait que c'est ce que vous attendez d'elle, c'est ses rendements. Elle crache des fruits, et pour vous. Et cela vous permet également de découvrir à quel moment arrivent les prédateurs. Quand vous ne découvrez que des signes visibles sur le feuillage des plantes, c'est que le mal s'est installé depuis un moment. Alors vous risquez de perdre déjà plus de 15%, 15 à 20% de votre production, c'est-à-dire de vos attentes. Je prends le cas des insectes piqueurs-suceurs. Quand ils s'attaquent au feuillage, vous ne les voyez presque pas. Vous ne les voyez presque pas. Mais, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à sentir que ces insectes ont eu un impact sur la plante quand vous vous rendez compte que le feuillage commence à prendre la forme de la cuillère ou bien qu'il commence à tomber. En ce moment, le virus est déjà installé. Quand le virus s'installe dans la plante, il n'y a pas de solution. Elle est appelée à mourir. Elle est appelée à mourir. Les rendements sont minés. Elle n'ira pas, elle ne va pas respecter son cycle. On va la perdre et vous n'aurez pas les résultats. Donc, votre présence aurait permis de découvrir qu'il y avait des insectes, des parasites qui rôdaient autour de vos plantes et vous les aurez freinés beaucoup plus tôt. D'où également la nécessité de mettre un accent particulier sur les pesticides à usage agricole. On en trouve beaucoup sur le marché, mais est-ce qu'il y en a et qui peuvent de manière efficace accompagner la production agricole au Cameroun? Monsieur Bonché, je dirais pas forcément mettre l'accent sur les pesticides. Pour la simple raison que celui qui suit bien sa parcelle, il va utiliser, comme on dit, des produits d'entretien. C'est-à-dire, il doit entretenir sa parcelle. Il ne va pas utiliser des produits, des méthodes curatives. En fait, il y a une alternative. Oui, pour solutionner ces problèmes. Il faut qu'il soit présent pour détecter et limiter les dégâts, au fin d'éviter de prendre des gros moyens pour. J'ai rencontré dans certains pays des producteurs qui se plaignaient de la qualité des intrants ou des insecticides qu'ils utilisaient de plus en plus inefficaces. Par expérience, j'ai interrogé certains formulateurs pendant mes voyages qui m'ont dit « Oui, en Afrique, vous les Africains, vous aimez bien faire certaines formulations pour obtenir vos homologations ou vos enregistrements et par la suite, vous revenez nous dire de garder intact l'emballage mais que vous changez la formule à l'intérieur. Ceci a un impact. Le paysan qui continue à prendre sur cet emballage croit fermement que ce qui sont contenus est le même qu'il recherche pour combattre le parasite dans son champ. Mais quand il l'utilise la première fois, ça ne donne pas, il va aller changer. Il va changer plusieurs fois. Mais toujours est-il qu'un produit chimique reste un produit chimique. Au fur et à mesure qu'il change, même s'il ne détruit pas le parasite, il reste que la plante prend des résidus qui deviennent un danger pour la santé du consommateur. Donc nous dirons tout simplement que la prévention est la meilleure de toutes les choses. Donc il vaut mieux prévenir. Nous avançons vers ceux qui ne veulent pas prévenir. Nous disons on a des méthodes naturelles
pour protéger les plantes. On appellerait cela la protection biologique. Voilà, nous sortons de cet entretien assez intéressant dans cette émission Croissance, le journal de l'économie sur Canal 2 Info. Maintenant, un dernier conseil pratique pour les jeunes qui vont s'intéresser. Il faut quand même aussi motiver cette jeunesse-là. Est-ce qu'il y a urgence de s'intéresser à l'agriculture pour sortir? Oui, je dirais aux jeunes, et comme je les ai toujours dit, je leur ai dit, il ne faut pas beaucoup de moyens pour mener une activité rentable. Les jeunes d'aujourd'hui sont des potentiels chefs d'entreprise de demain. Je vous ai parlé de 500 mètres carrés pour produire. Une fois que vous aurez maîtrisé les techniques de culture, tous les circuits, tous les problèmes qui peuvent compromettre votre projet, vous étendrez votre production à 1 hectare. Une fois que vous êtes à 1 hectare, vous avez besoin de 8 jeunes comme vous pour vous accompagner dans votre projet. Vous devenez là déjà un opérateur économique. Alors, moi je dis, faisons de l'agriculture. Faisons également de l'agriculture maraîchère. Mais ne laissons pas l'agriculture qui soutient notre économie comme les grandes cultures. Mais je vous invite vivement à faire de l'agriculture maraîchère. Forcément, ces jeunes sont à l'écoute. Je rappelle, mesdames et messieurs, que nous recevons dans le cadre de cette émission M. Guy Blaise Tatsa. Il est ingénieur agronome. Il est également le directeur général d'une grosse structure réservée donc, dans la semence dans notre pays, le Cameroun, Sémagri. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. C'est avec un plaisir que je vous retrouverai avec un tout autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Et merci de accompagner les programmes de Canal 2 Info. Au revoir.